contre le viol avec les courants féministes qui ont ressurgi dans les années 75. Nous nous sommes d'abord mobilisés pour faire changer la loi sur le viol. Nous avons obtenu un changement de loi avec une définition du viol dans la loi. C'était une victoire importante. Et la possibilité pour les associations de se constituer partie civile, deuxième victoire importante. À l'époque, les victimes de viol, personne n'en parlait. Elles n'intéressaient personne. Et nous avons eu l'idée de créer un téléphone. Nous sommes allés voir la ministre des Droits des Femmes, c'était Yvette Roudy, qui nous a dit « Vous avez raison de vous occuper du viol, votre téléphone sera gratuit, national, et vous ouvrirez en mars 86. » Donc, nous avons un téléphone gratuit, national, il a ouvert en mars 86. Et là, nous avons changé de planète. Parce que quand on dit viol, on imagine la rue, la nuit, une jeune femme en mini-jupe, barbesse, vous voyez? Et au téléphone, qu'est-ce qu'on avait? Des femmes adultes, des femmes âgées, qui nous parlaient de 10 ans de viol quand elles étaient enfants, à la maison, par papa. Et là, on a découvert que le viol, ça abîme très longtemps quand il n'y a pas de prise en charge. Dans ces années 86, la prise en charge thérapeutique des victimes de viol n'était nullement spécialisée. Ce n'était pas une priorité, ce n'était pas entendu, les thérapeutes n'étaient pas formés à ça. C'est pour ça que nous avons fait partie de l'équipe de soutien à la création de l'Institut de victimologie et que je participe au conseil d'administration parce que, ouf, voilà, aujourd'hui on sait, il y a des thérapies efficaces, on peut aider ces victimes. C'est important, nous voudrions que ces thérapies soient accessibles partout parce que après un viol, tout a bousculé dans ma vie. J'ai plus confiance en moi, j'ai plus confiance dans les autres, j'ai plus tellement le sentiment que j'ai le droit d'être là. Et à ce téléphone, les appels que nous recevons, nous avons reçu les appels de plus de 47 500 victimes de viol. Et avec elles, nous essayons de refaire le chemin. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé pendant? Et comment c'est aujourd'hui? Et avec elle, on s'aperçoit que le violeur a une stratégie. Il a construit un piège, et son piège a pour objet d'assurer son impunité. Car si vous voulez être un délinquant, vous avez intérêt à ne pas être pris. Le viol est un crime passible de lourdes sanctions. Donc, un violeur va s'organiser pour ne pas être vu, pas être pris. Et dans cette organisation de sa stratégie, ils font à peu près tous la même chose. Il commence par isoler la victime. Alors ça peut être géographiquement, on va la mettre à l'écart, ça peut être socialement, par exemple par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, ça peut être professionnellement, sur le viol, sur les lieux du travail, où on va commencer à dire « Mademoiselle Untel, vous venez dans mon bureau », etc. Ça va créer une espèce d'atmosphère autour de la personne. Sa deuxième priorité, c'est de l'humilier. Et l'humiliation au moment du viol, elle passe par toutes sortes de choses, ça dépend de chaque individu, ça affecte la victime d'une façon intime et personnelle. Ça peut être des obscénités, ça peut être des soi-disant compliments, ça peut être une caresse, ça ne marche pas dans le viol, la caresse, ni le mot tendre. Et donc ça, c'est quelque chose que la victime ne va pas supporter. Ça peut être aussi une réaction de type orgasmique, qui fait que cette victime ne comprend pas, car elle ne voulait pas, c'est terrible ce qui lui arrive, et son corps a répondu à quelque chose. Les humiliations, c'est très important parce que ça enferme les victimes dans une honte de ce qui s'est passé. Et un de nos grands objectifs, c'est de faire changer la honte de camp. Le viol est le seul crime où l'auteur se considère comme innocent et la victime se considère comme responsable. Donc c'est sa deuxième priorité de stratégie, humilié, traité comme un objet, retourné, utilisé comme une poupée gonflable. C'est très humiliant parce que après le viol, elle continue à être cette personne qui a servi de jouet sexuel à quelqu'un. C'est pas facile. La troisième priorité d'un agresseur efficace, c'est de faire régner la terreur. Et la terreur, c'est quelque chose de terrible parce que ça induit la soumission. Et peut-être que cette victime va devancer ce que peut demander l'agresseur, parce que ce serait pire. Et c'est elle, et donc après, elle va dire « oui, c'est moi qui me suis déshabillée, c'est moi qui ai dit où était mon lit, c'est moi, voilà ». Et ça fait partie, ça va nourrir son sentiment de fausse culpabilité. Car la quatrième priorité d'un agresseur efficace, c'est de faire croire à sa victime que ce qui est arrivé, c'est de sa faute. Elle le voulait, elle le souhaitait, elle avait un chandail rouge, elle lui a fait un sourire, elle n'a pas refusé un café, etc., etc.
Et au téléphone, c'est autour de l'analyse de ces comportements, de ces priorités que nous travaillons pour libérer les victimes de viol de l'emprise de l'agresseur. Parce que je vous disais tout à l'heure, le viol, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas la nuit, c'est pas à Pigalle. Oui, il y en a 1% des viols parmi ceux que nous entendons. Mais le viol, c'est perpétré par un père, par un mari, par un frère, par un copain, par un collègue de travail. Et là, c'est quelque chose qui va atteindre la victime d'une façon encore supplémentaire parce que ce n'était pas prévisible, ce n'était pas dans notre critère. Et puis le viol, la constitution des éléments pour la loi, c'est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, menace, surprise ou contrainte. Donc il faut qu'il y ait pénétration sexuelle et il faut qu'il y ait ou la menace, ou la surprise, ou la contrainte, ou la violence. Et dans nos institutions, jusqu'à présent, quand il y a violence, on entend la parole de la victime. Mais quand c'est seulement menace, quand c'est seulement contrainte, on a du mal parce que tout de même, ils vivaient ensemble, c'est son conjoint, ils sont fiancés, pendant le mois d'août elle était d'accord, puis au mois de septembre elle n'est pas d'accord, voilà. Et c'est autour de toutes ces questions-là que nous travaillons au téléphone avec les personnes qui nous appellent, pour qu'elles soient en capacité de restituer la réalité de l'agression qu'elles ont subie et de faire valoir en justice leurs droits.